Bonsoir à tous, un grand merci d'être fidèles à France 3 Rhône-Alpes et à ce nouveau rendez-vous politique exceptionnel au sens littéral du terme. Dans 12 jours, nous votons pour le second tour des municipales, plus de 3 mois après le premier tour. C'est donc une campagne électorale inédite que nous vivons, inédite et contrainte pour les candidats, alors que le Covid n'a pas complètement disparu de notre pays. C'est pourquoi la télévision régionale publique fait le choix d'organiser pendant 2 semaines des débats en lieu et place de l'institution Question pour un champion, afin de faire vivre la démocratie dans votre région. Et du débat aujourd'hui, il y en aura dans cette émission. Ce soir, nous nous concentrons sur Vénissieux, une ville au sud de la métropole de Lyon. Vénissieux, ce sont à peu près 66 000 habitants, une population plutôt jeune et plutôt défavorisée. Au premier tour, moins d'un tiers des Vénitiens a voté, l'un des taux de participation les plus bas dans notre région. Et c'est Michel Picard, la maire sortante, qui est arrivée en tête, 7 points devant le député LREM du Rhône, Yves Blein. Derrière, le candidat de la droite, Christophe Girard, avec 14%, suivent les écologistes et la liste du Rassemblement national conduite par Damien Monchot, au-dessus des 10%. 5 qualifiés donc, mais 4 candidats le 28 juin. Et ils sont là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Michel Picard, vous conduisez donc la liste qui s'intitule « Les Vénitiens rassemblés pour une ville humaine, écologique, solidaire et citoyenne ». Liste de fusion entre votre parti du premier tour, le Parti communiste, et Europe Écologie Les Verts. C'est pour ça qu'on est passé de 5 à 4. Alors au premier tour, les écologistes avaient, on va le dire, fustigé le manque de démocratie participative, le manque d'échange. Est-ce que ça va influer sur vos propositions, sur peut-être votre manière de gouverner ? D'abord, c'était un partenaire, on va dire, naturel, dans la mesure où ils étaient sortants, je le rappelle, la majorité sortante, vous faites partie de cette majorité. Nous avons les mêmes propositions. Par contre, nous allons un peu plus loin dans nos propositions. Nous avons intégré un certain nombre de remarques, de propositions dans nos propositions. Et notamment sur cette question-là ? Notamment sur la démocratie participative, mais sur d'autres sujets également, la végétalisation des écoles, etc. Oui. Yves Blein, député LREM du Rhône, tête de la liste Nous Vénissieux, qui elle aussi a fusionné avec une liste qui a fait plus de 5%. Elle a été conduite, cette liste, par Yassine Evali, un candidat suspecté, accusé, diront certains, d'être proche de l'AKP. C'est le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une polémique s'en est suivie. Yves Blein, est-ce que vous regrettez votre choix ? Est-ce que c'était une erreur ou est-ce que vous assumez ? Je crois que personne ici ne peut m'accuser de complaisance sous quelque forme que ce soit, avec le régime de M. Erdogan. M. Evali, qui a rejoint ma liste, a été candidat en 2017 au titre du Parti Égalité-Justice, qui se crée en France à ce moment-là, et qui invitait des jeunes des banlieues à être candidats avec son étiquette, ce qu'il avait accepté. Il n'a jamais été adhérent, ni membre de ce parti. Il s'est depuis rendu compte que cela ne correspondait pas à ses engagements, ni philosophiques, ni politiques. On s'en est bien sûr expliqué, on se l'est même écrit de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc non, je n'ai pas de regret. Je pense qu'il faut savoir des fois tendre la main et reconnaître que certains de nos jeunes concitoyens qui ont envie de s'engager en politique ne feront pas toujours, tout de suite, le choix que l'on aimerait qu'ils fassent. Christophe Girard, vous conduisez la liste soutenue par les Républicains, qui se nomme donc La République, partout pour tous. Pas de fusion pour vous ? Non. Alors vous avez tenté de fusionner, voilà, et personne n'a fusionné avec vous. Du coup, personne ne veut partir avec vous. Comment vous l'analysez ? On a fait un beau chemin avec M. Duraud. Après, ça ne s'est pas concrétisé jusqu'au bout. Mais en fait, avec M. Duraud, en tout cas, on a même travaillé ensemble sur un certain nombre de points et on continuera de travailler ensemble. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et donc, voilà, écoutez, ça s'est pas fait. Comment vous prenez le fait que personne ne veut partir avec vous ? Écoutez, vous savez, si c'est pour avoir M. Yeltsin dans son équipe, c'est mal barré. Vous savez, M. Yeltsin, moi, il a voulu me rencontrer, je l'ai rencontré. Mais j'avais fait une petite enquête sur Internet avant et je peux vous dire qu'on avait vite vu de qui il s'agissait. Et si vous voulez, moi je veux bien, M. Blein dit qu'il assume. Moi, je veux bien qu'il assume, mais M. Yeltsin Rezari a quand même fait couper son compte Twitter pro-Erdogan en plein milieu de la polémique. Donc, si pour vous, c'est quelque chose de révolu. Il avait quand même déclaré lui-même, d'ailleurs, je les remercie en parlant du Parti Égalité-Justice, je les remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné ma chance. Vous avez déclaré il y a moins de 24 heures sur Radio Orient que pour vous, c'était une erreur de jeunesse. Moi, quand je fais une erreur de jeunesse, je ne dis pas que je remercie les gens avec qui j'étais.
Alors, j'ai abordé Pardon, excusez-moi, mais... cette polémique. Pour le coup, vous partez seul, on est bien d'accord là-dessus. Oui, et vous aussi, Damien Monchot. Donc, vous êtes tête de liste du Rassemblement national, la liste qui s'appelle le Rassemblement Vénitien. Donc, pas de fusion. Alors, vous faisiez 15% aux législatives. Vous avez fait même à peu près 16% aux municipales. La 10%, mais que s'est-il passé? Alors, pas la peine, il n'y a pas véritablement de surprise. Il y a eu des études, des sondages qui sont sortis et sur le sujet de la répartition de l'abstention. Or, il apparaît que l'abstention a frappé plus fortement encore les électeurs du Rassemblement national que les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que assez tôt... C'est 5 points de moins. Hein. Mhm. C'est 5 points de moins. Tout à fait. Et résultat, regardez, comme on le dit, une énorme partie de notre électorat a préféré, et je ne peux pas leur en vouloir, rester à la maison pour s'assurer de rester en sécurité. En même temps, comment pourrait-on leur en vouloir? Maintenant, je suis à peu près certain qu'ils souhaiteront prendre la parole à l'occasion du second tour, d'autant plus que certains candidats se sont révélés, on va dire, assez intéressants dans les choix d'alliance ou de tentatives d'alliance qu'ils ont fait. Puisque oui, il y a le cas de M. Yves Blin avec M. Aïvali qui a été... Ok, on va pas passer l'émission Non, mais pour parler de ça. c'est intéressant quand même de le noter, on a mais- quand même aussi un certain nombre de propositions à découvrir dans cette... Mais allez-y. Si je puis me permettre, en même temps, il y a ce cas-là que M. Girard critique à juste titre. Je vous rejoins sur cette critique sans souci. Par contre, je tiens à vous rappeler une chose, M. Girard, c'est lorsque j'évoquais votre tentative d'alliance avec M. Ben Khalifa dans les dernières élections, Allez, on y va. vous me disiez Oui. que c'était un mensonge, et là finalement, Oui. vous proposez la même chose à quelqu'un Non. qui a été élu sur la liste de M. Ben Khalifa. Oui, mais c'est pas Alors la même maintenant, chose. il C'est faudrait pas la peut-être même arrêter de chose. prendre- Il y a une vraie différence. Arrêtez de prendre les électeurs pour des imbéciles, monsieur. Monsieur Duro était Soyez un peu plus honnête. quelqu'un de tout à fait honnête et droit. Et justement, j'avais toujours dit que si je faisais une alliance, ça serait avec quelqu'un qui tiendrait la route. Merci, messieurs. Voilà. Parce qu'à chaque oui, fois que je bah- vous invite à Vénissieux, c'est bah, quand même une écoutez. ambiance assez C'est tendue, et notamment entre vous deux, monsieur Manchot, monsieur Girard. Euh, On va passer à autre Lui, chose. on dit que c'est mon meilleur ami. C'est donc, normal. En tout cas, c'est la vie électorale également, on va dire ça comme ça. La crise Covid et ses conséquences, évidemment, elle constitue un des passages quasiment obligés de tous les débats, tellement elle a modifié la vie de nos concitoyens, elle a modifié aussi la gestion d'une commune. Les uns et les autres, je voudrais savoir en quoi elle a pu venir percuter vos programmes respectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma première question, l'emploi, la question sociale est devenue vos priorités respectives? Madame Picard. Je peux revenir quand même un peu sur la gestion de la crise, parce que le gouvernement a été quand même assez flou sur un certain nombre de consignes, est venu faire des contre-propositions, etc. Donc pour les communes, ça a quand même été très difficile, et on a vu qu'on se défaussait beaucoup sur les communes, notamment les masques par exemple, qui étaient annoncés un masque par habitant, c'était pas le cas. Donc les communes ont été essentielles dans cette gestion de crise, je tiens à le dire, alors qu'elles ont été décriées, méprisées pendant Ça, je crois que des c'est une années. leçon que tout le monde a appris sans doute, Oui. c'est que l'échelon de proximité sans doute Tout était à fait. l'un des échelons, pas seulement parce que le chômage partiel par exemple, qui était une décision nationale, mais en tout cas l'échelon de proximité a permis sans doute d'être Dans plus fin l'accompagnement, dans tout à fait. l'accompagnement, dans Un l'intervention. accompagnement dans la dentelle sur un certain nombre de sujets, notamment sur les familles. Par exemple, les familles qui bénéficiaient de tarifs sociaux dans la cantine, il y a eu des aides personnalisées pour ces familles-là, etc. Voilà. Alors l'après-crise sanitaire, je ne veux pas dire l'après-crise Covid parce qu'on y est encore et malheureusement notre pays sera dans cette crise pendant sans doute plusieurs années. Madame Picard, juste une mesure par exemple, puis je reviendrai vers vous après. Quelle est pour vous votre priorité sur ce point-là? On soutient l'emploi, on est dans un accompagnement potentiel aussi sur le social, sur des licenciements? Alors, je pense qu'il y a une crise économique, sociale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura des répercussions aussi sur le psychologique. Et il faudra faire attention à la santé de nos concitoyens et accompagner. Quand on voit par exemple les CMP qui sont déjà débordés avant la crise, CMP, centre médico-psychologique. médico-psychologique. Et effectivement, on a quand même des adolescents qui ont été confinés, repliés. Ça peut avoir des conséquences dans les mois à venir. Donc il faudra faire attention au social, à la santé, ne rien reléguer en disant c'est moins important que le reste. Il faudra donc le social, l'économie et la santé de nos concitoyens et notamment les enfants, l'école, le retour à l'école, ça va être compliqué. Yves Blin. Évidemment que la crise, je ne dirais pas inverse l'ordre des sujets, mais les organise différemment. La question de l'économie et de l'emploi va être une question première. Et en cela, le rôle de la métropole est essentiel. Donc il faut que Vénissieux inscrive son action en direction des entreprises, de l'économie et de l'emploi avec la métropole. Moi, je créerais
et je signerai dès le lendemain de mon élection un contrat de développement territorial avec la métropole pour accélérer le développement et l'équipement des zones industrielles, pour accélérer et amplifier le développement des pouponnières et des pépinières d'entreprises sur le territoire de Vénissieux, pour accélérer la capacité d'accueil des entreprises étrangères en relation notamment avec l'Association de développement de l'économie de la région lyonnaise, la DERLI. Bref, toute une série d'initiatives qui doivent permettre à cette ville d'accueillir des entreprises nouvelles, donc de l'emploi. Première série de mesures. Deuxième série, être attentif aux personnes, parce qu'il y aura des licenciements. Donc c'est la question de l'accompagnement social, c'est ça, Forcément. sur lequel une Donc, mairie, c'est une l'accompagnement municipalité social, mais c'est peut aussi agir? l'accompagnement en matière de formation. On sait très bien, Vénissieux, je le rappelle, 20% de taux de chômage avant la crise, 8% sur l'ensemble de la métropole, et un déficit considérable des appareils locaux de formation, alors que les moyens existent. Donc il faut, sur le territoire communal, développer le programme d'innovation, compétences, développer les moyens de la mission locale, développer les moyens des entreprises d'insertion, qui aujourd'hui, mon Dieu, ne se portent pas bien à Vénissieux. Bref, prendre deux types d'initiatives, améliorer l'accueil des entreprises, amplifier cet effort-là, accentuer le travail sur les demandeurs d'emploi et sur les personnes qui ont besoin de se former pour accéder à un emploi. Christophe Girard, je vous voyais acquiescer de la tête, mais peut-être que j'ai mal interprété votre... Est-ce à dire que finalement, c'est pas un point de clivage, cette question-là, où vous vous différenciez dans votre approche les uns les autres? Parce qu'on est quand même sur un sujet de préoccupation majeur, me semble-t-il, pour les Vénitiens et plus largement pour nos concitoyens. Non, j'acquiesçais la tête parce qu'effectivement, en tant que directeur de mission locale, je connais bien le sujet. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, et cette crise, elle apporte quelque chose quand même, malgré tout, j'allais dire entre guillemets de positif, mais j'ai bien en positif, c'est qu'en fait, le rôle de l'élu local reprend de la place et reprend sa place. Et c'était quelque chose de très important. Et la crise a permis aussi d'être un révélateur et qui a montré que justement, vous avez des communes où les maires se sont bougés, des maires réélus parfois, déjà au premier tour, donc ça ne les a pas empêchés de bouger. Et puis vous avez des maires qui n'ont pas agi, qui n'ont pas été sur le terrain. Et c'était exactement le cas de Madame Picard, où on n'a pas réussi à avoir un marché, où les Vénitiens se trouvaient complètement délaissés. Il n'y a pas eu d'action directe. Oui, excusez-moi, marché, c'est marché alimentaire. Marché alimentaire. On aurait pu réorganiser. Une ville comme Saint-Fond a réussi à le faire. On n'a pas pu le faire à Vénissieux. Avec trois forains. Nous, on a vous avez délaissé les Vénitiens, et les Vénitiens d'ailleurs le savent très bien. Donc voilà, je vous le redis. Maintenant, c'est clair que derrière, il faut une équipe municipale qui soit ingénieuse, qui soit impliquée, qui ait du cœur, qui soit généreuse, qui va se... Voilà, c'est sur ces éléments-là et qui soit dans un esprit de service. Parce que, bien sûr que l'emploi, il va falloir y travailler, mais il y a tout un ensemble de sujets aujourd'hui qui vont être touchés parce que la population va être touchée durement par ça. Et notre population de Vénissieux, tout particulièrement, étant donné la faiblesse et la difficulté qu'il peut y avoir justement au niveau de l'emploi, au niveau etc. Donc nous, aujourd'hui, là-dessus, sans parler des problèmes de sécurité que vous avez complètement laissé tomber, mais il y a... On aura l'occasion d'y revenir, parce que c'était déjà, on vous l'explique, il y a quelques mois, nous avions fait un thème sur les élections municipales à Vénissieux, et la sécurité était le premier des items que nous avions abordés, mais on va y revenir. Et il y a un plan santé... Nous, on a communiqué déjà sur le sujet en rajoutant 5 points à notre programme, et notamment un plan santé qui a été discuté avec le docteur Duro, parce que c'était quelqu'un de terrain et qui a des choses intéressantes à apporter, et on l'a fait. Docteur Duro, je le répète, excusez-moi, parce que notre spectateur, il était candidat au premier tour et il s'est allié avec personne. Et puis un plan de relance. Très intéressé par les voix que faisait M. Duro. Écoutez, en tout cas, il n'était pas intéressé par vous, parce qu'il n'est pas venu vous voir. Donc, non, il n'est pas venu vous voir. En tout cas, je peux vous dire que les discussions qu'on a eues, il ne voulait ni de vous, ni de vous. Vous êtes bien allé voir M. Evali. Vous avez je l'ai rencontré, il a voulu me rencontrer, je l'ai rencontré et je l'ai dit sur ce plateau déjà tout à l'heure. Christophe Girard, deux phrases sur la santé, parce que je dois voir M. Monchon. Également, on s'est engagé aussi là-dessus, un plan de relance en fait local donc de l'économie avec 500 000 €. Je pense que c'est pas énorme, mais il faut pouvoir le faire. C'est 0,5% du budget de la ville et c'est très important au niveau local d'avoir une application. Et derrière aussi, par exemple, une annulation des taxes municipales sur les commerçants dans cette période où je crois qu'ils vivent difficilement. Alors c'est ce que nous avons Madame Bicard, laissez-moi reprendre la main. Nous avons décidé. Effectivement, vous pourrez le voter dans l'opposition au mois de juillet, parce qu'il va y avoir un accompagnement des associations pour 300 000 € et il y aura toutes les exonérations. Mais nous aussi, au mois de juillet, ça sera fait. J'aimerais beaucoup, s'il vous plaît, écouter Damien Monchon, c'est très bien. Je veux surtout du débat, je veux surtout qu'on puisse avoir, dans ce temps absolument essentiel, de la confrontation d'idées. Damien Monchon, c'est vrai que vous disiez déjà, avant le premier tour, que
emploi, économie et sécurité, pour vous, en fait, c'est des items totalement liés. Vous avez Tout à fait. changé là-dessus ou pas? Absolument pas. Je pense au contraire que le Covid, cette crise du Covid-19 nous aura révélé à quel point nous avions raison. Regardez comment au niveau national, en parlant de priorité nationale économique, de favoriser les entreprises, de patriotisme économique, ce qui est l'équivalent national du localisme que je porte depuis déjà de nombreuses années. Regardez à quel point ces thèmes que l'on porte depuis des années étaient parfois moqués, on va dire pointés du doigt avec un ton un peu railleur. Aujourd'hui, tout le monde les porte. Tout le monde. Ces signes, en fait, ce que nous avions Les écologistes, raison. entre nous, c'était un thème central aussi de... Tout à fait, on avait ça en commun. enfin, On des avait au moins une écologistes, hein. chose en commun avec eux, c'était ça. Au moins, ils avaient... Bon, après, le problème, c'est qu'ils étaient incohérents. C'est-à-dire qu'ils étaient pour une sorte de patriotisme local, c'est-à-dire le localisme, ils étaient contre le patriotisme économique au niveau national. Nous, au moins, on avait le mérite de porter la logique jusqu'au bout. Maintenant, la chose intéressante, c'est que une fois que l'on sait maintenant que l'on a raison, autant voter pour les personnes qui ont porté les bonnes décisions. Alors, bien évidemment, puisque je portais déjà ce projet-là avant même cette crise du Covid-19, permettez-moi de dire que je ne bougerai pas mon programme d'un iota en la matière. Alors, je pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez, et même est-ce que l'on peut, faire une clause pour favoriser, par exemple, des entreprises qui se trouvent sur Vénissieux ou sur la métropole dans le cadre de marchés publics? En étant malin, oui. Bien sûr. En étant D'accord. malin, tout est possible. Ça, c'est une chose que vous proposez? Bien sûr. Et vous trouvez que c'est une mesure pertinente les uns les autres? Je vous l'avais déjà proposé, j'avais même expliqué comment on le faisait. C'est tout simple. Lorsqu'il y a des marchés publics, il y a des clauses qui peuvent être mises, et l'une des clauses que l'on peut imposer à la personne qui candidate, c'est tout simplement d'établir une succursale en ville, avec donc évidemment, si jamais elle n'a pas déjà de succursale, avec évidemment donc la création d'emplois. Or, ça, c'est si elle n'est pas déjà là. Et après, on peut parler aussi de l'allotissement, c'est-à-dire diviser en petits lots les marchés publics afin que la moindre petite entreprise ou le moindre petit artisan puisse également candidater, que ce ne soit pas réservé aux grandes entreprises. C'est marrant, vous m'avez pas parlé des commerçants pour l'instant. Si. Si. Dans- Ah, dans pardon, les alors ça m'avait exonérations- échappé. Excusez-moi, ça Dans m'avait les échappé. exonérations, par Voilà. exemple, Pour les le commerçants. TPE, Pour les commerçants, c'est tout Le ça. même On enjeu. avait déjà parlé. Le fait de pouvoir augmenter l'achat de foncier pour tout ce qui est locaux commerciaux, afin de pouvoir les mettre à disposition des commerçants à tarif préférentiel, et voire même pour les Je restaurateurs. pensais de mesures d'urgence dans le cadre d'un les plan de soutien exonérations, local. par exemple, sur les Tout enseignes. à fait. Les exonérations sur les Donc, enseignes. toutes les 12 mètres carrés, moins de 12 mètres carrés, ça sera complètement exonéré, effectivement. D'accord. Et Les on- redevances et sur les terrasses. terrasses. Une exonération. Et sur les terrasses. D'accord. Voirie, effectivement, Ça, vous êtes chantier. à peu près tous et, d'accord? Je trouve voilà. que Ça, c'est fait. Ça, sur c'est ce fait. plan-là, les mesures qui sont évoquées ici, terrasse, affichage, etc., sont quand même un tout petit peu homéopathiques. Quand vous êtes commerçant, si vous avez 3, 4, 5, 10 compagnons, c'est souvent l'affaire de 20 ou 30 000 euros. Ce n'est pas simplement l'affaire de 1 000 euros de taxes en plus ou en moins qui vont vous manquer pour boucler la fin du mois quand vous avez eu un trou de 3 à 4 mois de chiffre d'affaires. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt une des propositions qui est faite par la métropole et que la ville pourrait abonder, qui est le rachat temporaire de baux, en partie pour des commerçants qui se trouveraient en difficulté temporairement et qui peuvent ainsi céder temporairement une partie de la valeur de leur bail commercial pour ensuite le racheter progressivement dans le temps. Je trouve que c'est une mesure intéressante qui est beaucoup plus importante en termes de trésorerie que l'abandon d'une taxe ceci ou d'une taxe cela. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que ce n'est pas à la hauteur du sujet. Vous êtes un communicant assez habile, on voit que vous avez l'habitude, monsieur Yves Blin, mais on n'a pas seulement proposé des réductions fiscales, du moins pour ma part. J'ai également parlé d'augmenter l'acquisition de foncier pour pouvoir mettre à la disposition, d'une manière assez préférentielle ou assez accessible, des locaux commerciaux, premièrement, et ce n'est pas rien. Vous ne pouvez pas réduire la chose comme étant quelque chose de résiduel. Et qui plus est, j'ai aussi parlé des marchés publics, qui est une manne financière conséquente. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors votre manière de réduire les propositions des adversaires comme ça, c'est un peu malhonnête. Michel Picard. Moi, je crois que dans l'économie, il y aura deux choses. Il y aura les salariés, parce qu'on sait tous qu'il y aura des entreprises en difficulté qu'il faudra aider. Alors, les petites entreprises, les commerces, etc. Il y a la métropole. Ça s'additionnera aussi avec la ville. Il n'y a pas de difficulté. Les baux, on en reparlera parce qu'il faudrait quand même que les communes aient les moyens de pouvoir investir aussi. Et ça, c'est bien une question du gouvernement qui est posée sur les moyens des communes. Par contre, il y a aussi des grandes entreprises, on en parlait avant d'entrer sur ce plateau, effectivement, qui vont profiter aussi de la crise alors
alors qu'elles sont rentables et qu'elles font des bénéfices, pour installer plus de flexibilité, plus de licenciements encore. Et ça, c'est inacceptable, alors qu'elles ont touché des fonds via le gouvernement pendant le confinement. Alors, l'entreprise dont vous parlez, vous ne la citez pas, c'est l'info qui nous est parvenue quelques minutes avant de débuter ces débats. Elle concerne le groupe Volvo qui a annoncé donc la suppression de plusieurs centaines d'emplois, principalement toucher le site de Saint-Priest et de Vénissieux. On parle de 360 postes supprimés, principalement des cadres qui travaillaient dans la recherche et le développement. Je vous demanderai les uns les autres une réaction, parce que forcément, cette actualité-là sociale va bien percuter non seulement notre débat, mais la campagne électorale, sur cette décision qui va toucher principalement, alors un site de Vénissieux, il n'y a pas que des Vénissiens qui travaillent, mais quand même des gens qui sont plutôt des cadres, travaillent dans la recherche, on travaille dans l'avenir. Et là, le site de Vénissieux va être percuté de plein fouet. Christophe Girard. Tout à fait. Et moi, je disais justement, quand j'ai appris ça, moi j'ai un de nos colistiers qui travaille en sous-traitance, donc, parce qu'il ne faut pas compter que les emplois de Renault Trucks, il y a aussi la sous-traitance qui va être atteinte directement par ça. Mais là, bon, si vous voulez, moi, pour Renault Trucks, je veux dire, je pense qu'on n'est pas, c'est pas la mairie qui va pouvoir avancer les choses. En revanche, c'est là où je reprends sur le fait qu'il faut avoir un maire et une équipe qui soient de terrain et qui va pouvoir accompagner les gens, qui va pouvoir aider, parce que Renault Trucks, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres, je vous dis encore les sous-traitants et plein d'autres emplois qui vont être en difficulté aujourd'hui. Et là, c'est là où il faut avoir ce travail de terrain. La mairie, par rapport à une saignée, parce qu'on va appeler ça, ça s'appelle une saignée quand même. Voilà, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Si vous voulez, aussi on peut faire comme Madame Picard fait, c'est-à-dire aller faire des grèves, aller faire des drapeaux rouges, etc. Le problème, c'est que là aujourd'hui, ce qu'il faut encore une fois, c'est que dans notre rôle de maire et de celui qui fait le travail pour aider la population, c'est là qu'on attend le maire. On l'attend pour être au service, être ingénieux pour trouver des solutions, pour s'impliquer. On parlait du commerce tout à l'heure. Je suis désolé, mais si le commerce aujourd'hui à Vénissieux va prendre une claque énorme, encore plus forte que les autres, c'est parce que rien n'a été fait jusqu'à maintenant et qu'on est dans le commerce à Vénissieux est moribond. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu un vrai projet. On n'a pas anticipé, on n'a pas fait le travail en profondeur. Et ça fait des années que ça dure. Donc, je veux dire... Je laisse répondre. Voilà, là-dessus, il n'y a pas photo. Je ne vais pas répondre à ça. L'État, parce que effectivement, un maire peut accompagner un certain nombre de choses, et notamment les salariés. Mais faire du social, ça ne remplace pas l'emploi. Faire de l'accompagnement social pour les salariés qui sont mis dehors, je suis désolée. Oui, c'est la mairie, c'est les CCAS de l'agglomération. Mais par contre, il y a une responsabilité de l'État qui laisse un grand groupe comme celui-ci licencié dans cette période-là. Mais ici, on a un débat municipal. Donc c'est pour les municipales, et c'est là que c'est intéressant de voir si on se remue ou pas, si on le national ou pas au service. Yves Blin, puisqu'on parle du national, on parle de l'État, j'imagine que vos oreilles sont en train un peu de siffler quand même. Alors assumer. Donc, votre réaction par rapport à cette décision du groupe Volvo ? La réaction, c'est une information qu'on apprend il y a quelques minutes. Il faut d'abord quand même voir exactement de quoi il s'agit. Je suis surpris parce que Renault Trucks avait annoncé l'an dernier avoir atteint ses objectifs de production, même aller au-delà, puisque l'objectif de production en France de poids lourds fixé par le groupe était de 40 000 véhicules. Il était dépassé à 43 000, 45 000 véhicules. Donc on avait plutôt un groupe qui avait tendance au contraire à être dans un objectif de croissance. Mais le problème du bureau d'études est distinct d'une certaine façon, puisqu'il s'inscrit dans une chaîne de bureaux d'études d'un groupe qui est mondial. Donc là, très sincèrement, je ne sais pas ce qui argumente la suppression de ces emplois. Je ne pense pas, mais on va bien sûr le vérifier soigneusement, que ce soit un des impacts de la crise, parce que je ne vois pas en quoi en tout cas, visiblement, c'est cité par le CEO, le PDG de Volvo. En quoi un bureau d'études peut être... bien sûr qu'il est concerné par l'arrêt de la production temporaire, mais... Et sur la question que je posais à M. Girard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une mairie, une municipalité seule peut faire pour jouer, on va employer ce mot-là, le rôle d'amortisseur social sur une situation pareille ? C'est pas une question. Évidemment que la municipalité peut être un amortisseur social, peut accompagner avec les services, encore une fois, chargés du développement économique de la métropole, etc. Mais la question qui se pose à Vénissieux, c'est la question de l'accueil et de l'acceptabilité des entreprises et des dirigeants. Je l'ai déjà dit la dernière fois dans ce débat. Quand les patrons sont forcément des méchants, quand les chefs d'entreprise sont forcément cloués au pilori, quand on soutient les organisations syndicales copines qui sont d'une agressivité sans pareil avec les dirigeants d'entreprise. Je vais vous raconter une anecdote.
patron d'une entreprise qui était en négociation avec un fonds de retournement, des accords des organisations syndicales. Il vient me voir un jour en me disant « Les camions de la ville livrent les palettes pour faire le feu du barbecue devant mon entreprise. Waouh. Et quand j'arrive le matin... Excusez-moi, mais là, vous portez une accusation qui est j'arrive le matin, assez sérieuse quand même. La porte de mon bureau est couverte d'excréments. Vous savez, il y a des trucs qui se disent. Je vais vous faire intervenir, M. Manchot, mais je suis obligé de faire réagir Mme Picard quand vous entendez ça. Je trouve que le climat que l'on fait dans l'accueil des dirigeants d'entreprise... Monsieur Blain-Juste, vous lancez une accusation qui implique du coup la mairie qui a pris une part active pour un conflit. Parce que quand Marc Soubitez m'avait rejoint en 2015, c'était exactement pour les mêmes raisons. Monsieur Girard, excusez-moi, mais là je vais être obligé de faire réagir Michel Picard. Si vous dites que des camions de la ville ont livré des palettes ou je ne sais quoi avec le logo de la ville... Il était par le fait que vous faisiez tout pour détruire et pour empêcher... Au niveau des agents municipaux. Je suis désolée, c'est inadmissible ce que vous êtes en train de dire. Inadmissible. On va clore. Stop, Monsieur Girard, stop. On va clore parce que là, je n'ai aucun moyen de vérifier cette information. Mettez le doute sur les agents municipaux et ça, c'est inadmissible. Damien Manchot, on revient sur la question sur l'emploi. On a parlé de Volvo. Et tout à l'heure, en fait, vous ne l'avez pas développé. Encore une fois, vous liez-vous très fortement la question de l'emploi à l'attractivité. Je voudrais quand même réagir sur Renault Trucks, si vous me permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai entendu ici des gens réagir en gestionnaire local. C'est très bien, mais un maire n'est pas que ça. Certes, le national influe sur le local. Mais avec un maire qui a suffisamment de sens politique et qui sait aussi agir dans les médias, on peut avoir également le local qui influe sur le national. On a une entreprise ici qui, au vu de ce qu'elle dit, profite de la crise du Covid-19 pour supprimer des emplois, alors même qu'elle aurait touché de l'argent public. Là, il y a un vrai sujet. En l'occurrence, dans le cadre du chômage partiel, puisque le site a été fermé. Il y a un vrai sujet ici à développer. Comment peut-on, alors que finalement l'entreprise n'a pas véritablement perdu d'argent, puisqu'elle aurait été, ou du moins les pertes auraient été tout à fait minimales, puisqu'elle aurait été soutenue par l'État. D'autant plus que, comme le disait M. Yves Blin, les quotas de production étaient déjà remplis. Finalement, il n'y a rien qui justifie ces suppressions. Là, il y aurait un véritable sujet avec un maire, comme je vais reprendre une formulation que je trouve très habile de Mme Picard, un maire de combat. Mais pas seulement au niveau local, au niveau national, capable de porter ces sujets. Il y aurait ici un véritable sujet à porter pour l'amener au niveau national et pour faire en sorte qu'il y ait au moins une réglementation, une loi qui soit sortie à ce sujet-là. Parce qu'il est inadmissible qu'une entreprise... Vous n'avez pas fait de campagne sur les 2 dernières années, 500 créations. En fait, vous êtes Monsieur Girard, vous intervenez après si vous voulez. 500 créations. Non, c'est juste que je sais qu'un maire, ce n'est pas seulement qu'un gestionnaire. Mais ça, vous devriez le savoir. Si jamais vous saviez que... Vous avez l'habitude que je vous invite. Le problème, c'est que si vous parlez tous en même temps, en fait, on ne va pas malheureusement vous comprendre. J'ai une autre question. On avait beaucoup parlé dans notre premier débat de la question d'écologie, de l'environnement, qui a été évidemment un thème central du premier tour. On l'a vu avec les résultats métropole. Est-ce que vous pensez que ce thème-là sera, alors je vais dire relégué, en tout cas pourrait potentiellement faire les frais d'une priorité qui serait donnée par vos municipalités respectives, vos équipes respectives sur on travaille d'abord sur l'emploi, on travaille aujourd'hui sur l'accompagnement social et finalement la question environnementale passe au second plan. Damien Manchot. Non, puisque encore une fois, ça dépend des mesures que l'on va mettre en place. Il y avait des mesures qui étaient à la fois écologiques et sociales. J'avais proposé notamment de pouvoir établir ce que j'appelais des potagers citoyens, c'est-à-dire pour améliorer l'idée de verdir la ville, établir des potagers qui pourraient, tout simplement dans ces productions qui auraient été complètement bio, et distribuer à ceux qui en auraient eu besoin. Ça participe à rendre la ville plus verte, plus écologique, les plantes qui poussent assainissent l'air, et en plus de ça, ça permet tout simplement de faire en sorte que ceux qui en ont besoin puissent se nourrir. C'est une manière, encore une fois, c'est juste un exemple parmi une multitude d'autres. Les gens ont accès à mon programme, ils l'ont reçu dans leur boîte aux lettres, c'est pas un souci. Mais c'est juste un exemple comme quoi social et écologie ne sont pas forcément antinomiques, on n'a pas forcément à choisir. Christophe Girard. Oui, pour ce qui est du programme, je sais comment vous l'avez fait tout à l'heure et vous ne l'avez même pas distribué, donc mais ça c'est pas grave. Non mais c'est votre souci. Arrêtez avec la diffamation. On peut revenir sur ma question. La diffamation ne vous sied pas. Sur ma question. Mais moi je crois qu'effectivement, et nous avons prévu effectivement tout un ensemble d'actions dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui ça doit se conjuguer, c'est-à-dire qu'on n'est pas et je pense pas qu'on puisse dire on va mettre tout sur l'emploi et derrière du coup on va être parce que vous allez avoir des moyens limités. Pardon de vous poser la question, mais parce qu'il y a comme une incertitude
potentiel budgétaire. Bien sûr. Peut-être qu'il y a des ressources fiscales que vous aurez en moins grand nombre, puisqu'on peut penser qu'il y aura moins d'activités, donc un certain nombre de ressources seront moindres. Voilà, c'est la raison de ma question. Je pense que tout va dans le même sens aussi. C'est-à-dire que quand on a dit tout à l'heure, il y a la sécurité, il y a le problème, par exemple, du commerce, etc. Enfin, toute la dynamique de la ville aujourd'hui à Vénissieux est morte. Bon. Si on veut arriver à recréer une vraie dynamique là-dessus, la dimension écologique rentre aussi dans la dimension. Quand vous voulez faire venir des entreprises dans une ville, aujourd'hui par exemple, mais même le commerce, quand vous voulez faire venir des gens aujourd'hui, une entreprise qui vient à Vénissieux, elle a des employés, elle leur donne des tickets restaurants, où vont-ils aller au restaurant? D'accord. On n'a pas aujourd'hui d'équipement, on n'a pas de choses qui soient de qualité, etc. On n'a pas de projet de ville aujourd'hui. Et tout est lié. C'est pour ça que je dis, et donc la dimension verte, elle rentre également dans cette dimension-là. Michel Picard. De toute façon, moi je pense qu'une ville c'est un puzzle. Donc il y aura des priorités. C'est indéniable. Par contre, rien ne doit être relégué. Donc, les îlots fraîcheurs par quartier seront faits, végétalisés. Je rappelle que la ville, c'est 44% d'espace vert, etc. Donc, on fait beaucoup de choses. La cantine scolaire, par exemple. La cantine, c'est une réponse aussi écologique avec des circuits courts, avec des repas équilibrés. Donc, je crois que quand on parle de santé et de nutrition, on parle forcément d'écologie. Quand on parle de voirie, quand on parle d'urbanisme, on parle aussi d'écologie parce qu'on plante des arbres, etc., etc. Donc, je crois que quand vous ferez de l'urbain, vous ferez forcément des zones vertes, etc. Donc, ça ne sera pas relégué, mais je pense qu'il y aura effectivement des priorités sociales, d'accompagnement aux associations, aux entreprises, etc. Donc, oui, il y aura des priorités. Juste une petite relance. Ce discours, vous le tenez, Mme Picard, également avec vos partenaires, c'est-à-dire vos partenaires de Recopier Écologie Les Verts qui ont fusionné avec vous au second tour? Bien sûr. D'accord. Ils le comprennent? Parce que du coup, c'est... les priorités sociales, voilà. Par exemple, si vous voyez les derniers tracts des écologistes, effectivement, ils parlent d'environnement, mais ils parlent de social également. Partenaires, quand même, je tiens à dire quand même qu'on fusionnait sans la présence de la tête de liste, ce qui quand même fait un petit peu désordre quand vous avez... Monsieur Girard, Monsieur Girard, il faudra peut-être un jour que vous songiez à prendre ma place si ma place vient se libérer. Mais voilà. Là, on est vraiment dans la diffamation. Vous voyez, avec les Verts, ce n'est pas mon problème. Le fait que Madame je vous en prie. Et vous avez vu qu'il reste que 8 minutes d'émission et j'ai encore 2-3 questions. Là, vous prenez du temps sur votre temps de débat. Yves Blein, sur cette question-là, est-ce que... Je crois, ceci étant... l'écologie fera les frais de l'économie? La profondeur de la pensée écologique de Mme Picard n'a pas résisté à l'épreuve des faits. Et c'est vrai que Mme Picard... Où est passée Mme Perrier, leader d'Europe Écologie Les Verts à Vénissieux, qui n'est pas sur votre liste? Où est passé Monsieur Roustan? Où est passé Monsieur Roustan, qui n'est pas sur votre liste et qui... Eh bien, mon Dieu, c'est vrai, on refusait de repartir avec vous parce que vraiment, leur expérience d'un mandat avec vous ne leur permettait pas de laisser la place pour l'écologie. J'ai posé la question à Mme Picard, elle y a répondu. Maintenant, est-ce que sur la question que je posais au départ, s'il vous plaît, en plus, vous avez un petit peu d'avance sur votre temps de parole, sur les rumeurs, donc je vous demande d'être relativement court. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que l'écologie potentiellement passera, on va dire peut-être en 2, en 3, alors qu'elle était quand même un des thèmes majeurs que vous avez tous portés au premier tour? Mais l'écologie, ce n'est pas un sujet parmi d'autres. C'est un sujet transverse. C'est un sujet qui concerne aussi bien l'économie, parce que l'économie peut être un pourvoyeur d'emplois, ce qu'on appelle les emplois verts, avec les sources d'énergie nouvelles, etc. Il y a un projet, par exemple, d'inscription à Vénissieux d'une entreprise de fabrication de batteries lithium-ion. On est là, typiquement, dans la généralisation de la voiture électrique et donc dans les questions d'écologie urbaine. Donc l'écologie, c'est quelque chose qui traverse l'économie, qui traverse l'environnement et le cadre de vie. Vénissieux a été la ville la plus bétonnée de l'agglomération de ces dernières années. Je trouve que c'est une erreur monstrueuse qu'on paye aujourd'hui et sur laquelle il va falloir revenir pour créer des espaces de respiration dans la ville. Donc, relisez le PLUH, monsieur. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de priorité. PLUH, un plan local d'urbanisme. Il n'y a pas de priorité. Il y a un souci transverse et permanent de porter la préoccupation. Alors, écologique. comme il reste très peu de temps, et que j'ai promis qu'on allait parler dans votre sécurité, voilà les questions que je vais vous poser, et je vous demande les uns les autres, s'il vous plaît, d'y répondre de manière brève. Donnez-moi, dans vos programmes les uns les autres, et pour les téléspectateurs et vos électeurs, une mesure phare sur la question de la sécurité. J'y reviens, pourquoi? Parce qu'on a vu, dans un certain nombre de quartiers de la métropole,
que le confinement avait donné lieu à notamment des rodéos qui sont multipliés, même à Lyon, soyons clairs, des tirs de mortier également, des phénomènes de tension qui étaient peut-être liés, ça les études sociologiques nous le diront plus tard, à l'obligation du confinement. En tout cas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donnez-moi les uns les autres une mesure concrète que vous prenez, un engagement que vous prenez sur la question de la sécurité, Christophe Girard. Bon, au-delà de multiplier par 3 les effectifs, etc., de les armer et de faire ce qu'il faut pour qu'ils aient les moyens, il y a un point important qui était dans mon programme et qui est dès aujourd'hui, c'est celui d'avoir une caméra portative et qui est lié aussi aux problèmes qu'on a eu récemment. La caméra portative permet de fluidifier, de simplifier et de rendre les choses, de sécuriser les échanges entre le policier et Damien Manchot, vous avez 20 secondes. Je vois que vous avez très bien lu mon programme. C'est parfait. Dans ce cas, puisque vous savez... Damien Manchot, une proposition concrète, s'il vous plaît. Vous allez prendre du temps sur votre conclusion, pardon. En plus de tout ce qui a été dit, qui a déjà été repris sur mon programme, et je vous en remercie de me le faire, vous me faites une simplification. C'est Rieux l'a pas fait. En plus de tout ça, il y a quelque chose qui peut être fait par le maire, qui n'est généralement pas fait ou très peu en France, c'est l'expulsion des délinquants récidivistes des logements sociaux qu'ils occupent, afin de réattribuer aux honnêtes gens ces locaux-là, parce qu'on ne peut pas vivre de la générosité locale en pourrissant la vie du quartier. Ce n'est pas envisageable. Yves Blin, une mesure, s'il vous plaît. La généralisation de la vidéosurveillance et le doublement des effectifs de la police municipale. Michel Picard. Renforcer le partenariat avec la police nationale en développant également des caméras, ce qu'on fait régulièrement dans un mandat, et développer, voire tripler les effectifs des ASVP qui viennent en complémentarité des agents de surveillance de voie publique, et ce qui permettra à la police municipale de venir sur d'autres missions. Le débat touche à sa fin. Oui, vous l'avez compris. C'est un peu la tradition sur France 3. À chaque élection municipale, nous laissons à nos débatteurs la possibilité de conclure. Vous avez donc chacun 40 secondes de libre expression, pas plus, selon l'ordre qui a été donc tiré au sort avant le début de cette émission. On commence par vous, Madame Picard, et je vous propose de regarder ces caméras-là. Donc nous sortons d'une grave crise sanitaire qui nous a donc tous marqués. J'ai une pensée pour les victimes, leurs familles, tous ceux qui sont en première ligne pour soigner, servir, assurer les missions du quotidien. Cette crise a des conséquences sociales, économiques, psychologiques. Comme ces dernières semaines, nous répondrons présents pour faire face à l'urgence et remplir nos missions de proximité. Vous pouvez compter sur nous pour défendre les communes avec des moyens à la hauteur des besoins et des futurs besoins pour maintenir nos services publics. Contre toutes les droites, dont l'extrême droite, le 28 juin, aucune voix ne doit manquer à notre liste des forces de gauche écologistes avec une équipe unie, mobilisée, expérimentée et combative, avec 150 engagements pérennicieux, toujours dans l'intérêt général. Merci Michel Picard. Christophe Girard, c'est à vous. Chers Vénitiens, chères Vénitiennes, Vénissieux est une ville qui a un magnifique potentiel. Aujourd'hui, elle s'effondre. Donc un vrai changement est urgent et nécessaire, et je dis bien un vrai changement. Donc pour ça, j'ai un projet et un programme qui est solide, qui s'appuie sur 13 années de terrain, passé sur le terrain à Vénissieux au quotidien, et qui a été validé techniquement, donc sur le plan juridique, financier, technique, par un technicien de haut niveau. Donc pour mettre en œuvre ce programme, eh bien, il faut réussir aussi. J'ai réuni autour de moi une équipe sérieuse, compétente, déterminée, travailleuse, honnête et qui a à cœur l'esprit de service. Merci, Monsieur Girard. Donc, merci à vous. Les Vénitiens, je vous demande d'aller voter. 40 secondes sont écoulées, Monsieur Girard, s'il vous plaît. En masse. Damien Manchot, votre prise de parole, votre temps de libre expression. Vénitieux, Vénitienne, vous avez été privé lors du premier tour de la possibilité de vous exprimer. Le second vous offre de nouveau le moyen de le faire. Alors, aux électeurs qui se définissent eux-mêmes comme étant de droite, comme vous avez pu le constater lors de ce débat, je suis le seul candidat capable de représenter votre envie de renouveau, comme, étant donné que les autres candidats opposants à Madame Picard se sont compromis dans des alliances ou tentatives d'alliance critiquables au moins. Pour les autres, ceux qui hésitent encore, juste une chose, juste une question, de quoi avez-vous peur? Pourquoi hésitez-vous? La ville est plus ou moins mal gérée, l'insécurité est partout, le chômage est galopant, vous n'avez rien à perdre, il vous reste juste une seule chose à gagner, la situation de Hénin Beaumont. Merci Damien Manchot. Enfin, dernière prise de parole, Yves Blin. Le 28 juin, les Vénitiens n'auront véritablement que deux choix, compte tenu que les candidatures de messieurs Girard et Manchot sont d'ores et déjà vouées à l'échec. Voter pour la liste communiste, conduite par Madame Picard, c'est choisir que rien ne bouge, que Vénissieux continue, lentement mais sûrement, à s'enfoncer dans la relégation, l'isolement et l'insécurité. Voter pour la liste que je conduis, c'est au contraire choisir le progrès et l'ouverture.
c'est faire le choix d'une équipe pluraliste, de gauche comme de droite, du centre, réunie autour d'un seul objectif, inscrire enfin Vénissieux dans son siècle et dans son agglomération. Merci de votre confiance. Et moi, merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de France 3. Merci aux équipes qui se sont mobilisées pour réaliser ce débat de second tour. La script Pascal Donneau, réalisation est assurée par Bernard Perrin, rédaction en chef Xavier Roland. Je n'oublie pas de vous annoncer, bien sûr, vous le voyez, demain 11h53, David Kimmelfeld, l'invité de Paul Satis. Et puis le débat à 18h sera consacré à Cré dans la Drôme et tournons sur Rhône en Ardèche. Tout de suite, les éditions locales où il sera bien sûr également des élections du 10 juin. Voilà, je vous ai tout dit. Bonne soirée à vous.